podcast. C'est en passant le pont de Providence. All away, old fellow away. La belle Hélène j'ai rencontrée. All away, old fellow away. Bien humblement je l'ai saluée. All away, old fellow away. D'un doux sourire elle m'a remercié. La radiodiffusion-télévision belge, 3e programme, et l'Office de radiodiffusion-télévision française, France Culture, présentent en coproduction Moby Dick, d'Herman Melville, adaptation de Jean Thibaudot, avec Alain Cuny dans le rôle d'Akab et Jean Levray dans celui d'Ismaël. Jean-Roger Cossimon, Gérard Darieux, Gérard Dournel, Julien Guillaumard, les 4 marins. Pierre Assaut, Starbuck, Henri Poirier, Stubb, Jean Péméja, Flasque, Doutasek, Queequeg, Met Hondo, Tashtego, James Campbell, Dagou et Mabusolo, Pipe, avec tout l'équipage du Pécode et Hervé Denis. Matelot, mon cœur est embrumé. Buvons quand même à sa beauté. Un jour que nous voguions lentement sur une mer endormie, dans la brume de chaleur à midi, les narines sur le pont du Pécode se révélèrent plus perspicaces que les 3 perdus des vigies. Ce qui venait, c'était une odeur spéciale et très désagréable. Et la brume se leva. Et au loin, nous vîmes un bateau Baswal Cargué, ce qui annonçait en principe qu'il avait amarré à ses flancs quelque espèce de baleine. Comme nous avancions toujours, nous vîmes qu'il portait le pavillon français. Et à voir le nuage de vautours de la mer qui en faisait le siège, il était évident que la baleine qu'ils avaient ne pouvait être que ce que nous appelons une baleine détruite, c'est-à-dire une baleine trouvée sur l'eau toute morte de sa bonne mort, épave flottante sans propriétaire. On peut concevoir l'odeur que le monument dégage. Pire qu'une ville assyrienne où sévit la peste quand les vivants ne suffisent plus à enterrer les morts. C'est tellement intolérable que beaucoup, malgré l'appât du gain, se refusent à toucher à une chose pareille. Ah, il y en a aussi qui ne reculent devant rien, ici. Bien qu'en l'espèce, l'huile qu'on peut tirer de semblables sujets soit de qualité très inférieure, et sans aucun rapport avec l'essence de rose. Approchant encore, comme le vent tombait, nous vîmes que le Français remorquait une 2e baleine, et celle-là sentait encore plus fort que la première. Il s'agissait en réalité d'une de ces baleines suspectes qui, dirait-on, se dessèchent et meurent à la suite d'une prodigieuse dyspepsie ou indigestion, et qui laissent leur corps défunt quasiment vidé de tout ce qui pourrait ressembler à de l'huile. Pourtant, aucun baleinier, un peu au courant, ne détourne le nez quand il a flairé une baleine de ce genre, même s'il évite, dans la généralité des cas, les baleines détruites. Et voici ce qui arrive. Stubb, ayant avisé Akab de ce qu'il allait faire, s'en alla avec sa baleinière pour parler aux Français. Le vent était tombé, tout à fait. C'était le calme plat. Et donc, que nous le voulions ou ne le voulions pas, de toute façon, nous étions pris au piège de cette puanteur, sans aucun espoir d'en sortir aussi longtemps que le vent n'en reviendrait pas. En arrivant, Stubb et ses hommes remarquèrent que, illustrant ainsi la fantaisie bien connue du goût français, l'étrave était sculptée en forme de tige et peinte en vert,
Et en guise d'épine, cette tige était hérissée de clous de cuivre. Et tout cela se terminait par un bouton bien clos et symétrique d'un rouge éclatant. Et Stubb réussit à lire, en français dans le texte, peint sur la coque, en belles lettres dorées, ces mots « Bouton de rose », car c'était le nom romantique de cet aromatique navire. Et Stubb ne comprenait pas bouton, mais il comprenait rose. Et avec le dessin, tout cela était bien clair, quoique paradoxal. Stubb contourna l'étrave, et par-dessus la baleine détruite, et se bouchant le nez avec les doigts, il entra en conversation avec le premier officier, natif de l'île de Guernesey, qui parlait anglais. Stubb demanda d'abord s'ils avaient rencontré Moby Dick, la baleine blanche, et la réponse fut négative. Ensuite, il se moqua de cette odeur du drôlement nommé le bouton de rose, et le premier officier ne goûtait pas ces plaisanteries. Mais enfin, il imagina que cet Américain, peut-être, pourrait réussir où il avait échoué, c'est-à-dire convaincre son capitaine d'abandonner ses nauséabondes baleines. Et donc, Stubb fut invité à mettre les pieds sur le bouton de rose. Là, sur le pont du bouton de rose, le spectacle était très étrange. Les marins, coiffés de bonnets à pompons de laine rouge, mettaient en état les lourds palans. Mais ils travaillaient plutôt lentement, et ils parlaient beaucoup entre eux. Et ils n'avaient pas l'air du tout de bonne humeur. Ils avaient tous le nez levé. Et les uns après les autres, ils allaient grimper dans les moitures, respirer au frais un peu. Certains, par peur d'attraper la peste, s'appliquaient sur le nez des tampons de goudron. Et d'autres avaient cassé leurs tuyaux de pipe. Et ainsi, ils avaient le nez dans la fumée. Stubb et l'homme de Guernesey s'étant mis d'accord, ils allèrent trouver le capitaine, et l'homme de Guernesey, servant d'interprète, c'est-à-dire reprenant un à un tous les arguments qu'il avait déjà essayés pour faire revenir sur sa décision son capitaine, mais cette fois en feignant de traduire ce que Stubb lui disait en anglais, qui n'était en fait qu'injure et provocation à l'adresse du capitaine et aussi, mais sans qu'il le comprenne, de son officier. Par cette scène de comédie facile, le capitaine reconnut enfin qu'il risquait le pire en persistant dans son idée. Il crut enfin que les baleines allaient leur injecter les plus sales maladies, et ainsi il donna l'ordre, très vite exécuté, de séparer le bouton de rose des monstres qu'il en put enterrer. Stubb poussa la complaisance jusqu'à proposer de tirer d'un côté avec sa baleinière la baleine la moins lourde, celle qui sentait le plus fort. Cependant que les baleinières françaises, mises à la mer avec beaucoup de plaisir, tireraient, mais dans l'autre sens, le bateau lui-même. Et ainsi fut fait. Le vent revint. Hissant à ses baleinières, le bouton de rose s'éloigna, toute voile dessus. Stubb, qui avait remorqué son cachalot à l'aide d'une élingue ostensiblement longue, fit mine de le détacher. Pendant ce temps-là, le Pequod manœuvrait pour se placer entre Stubb et le bouton de rose. Alors, Stubb se rapprocha vivement du cadavre flottant. En prenant sa bêche tranchante, il se mit à faire un trou dans cette carcasse, légèrement en arrière de la nageoire latérale. Vous auriez dit qu'il était en train de creuser une cave dans la mer. Et quand la bêche rencontra les côtes, ce fut comme quand on retrouve de vieilles poteries romaines dans de l'argile anglaise. Et tous ceux de la baleinière, très excités, aidaient avidement leur chef. Ils étaient tous nerveux comme des chercheurs d'or. Et pendant tout ce temps, les oiseaux innombrables n'avaient pas arrêté tout autour de tourner, de piquer, de se renvoler en criant et en se battant.
Stubb commençait à se décourager, d'autant plus que l'affreuse puanteur s'aggravait, quand tout à coup, du cœur même de cette pestilence perça timidement un parfum délicieux qui passait au travers des mauvaises odeurs, comme parfois l'eau d'une rivière tarde à se mélanger à celle du fleuve où elle se jette. Stubb joyeux plongea ses 2 mains et ses bras tout entiers. Il en ramena quelque chose d'onctueux et de parfumé et de fragile, entre le jaune et le gris. C'était de l'ambre gris, c'est-à-dire cela qu'on trouve dans les intestins de certaines baleines malades et qu'on achète une guinée d'or l'once chez les apothicaires. On en tira 6 grandes poignées. Mais il en tomba davantage dans la mer. Et on aurait pu en ramener d'autres si Achab, impatient, n'avait ordonné à Stubb de remonter à bord, faute de quoi le Pequod repartirait sans lui. Le temps passait. Chaque nuit, dans la solitude de sa cabine, Achab dépliait ses cartes. À un moment donné, sur un point donné des 4 océans, Moby Dick devait apparaître selon son habitude. Ce moment était en réalité tout proche, et ce point très éloigné de Nantucket. Aussi bien, Achab s'était réservé 1 an avant d'y arriver. En attendant, il recherchait les endroits où le monstre pouvait se présenter, en avance sur le rendez-vous véritable. C'est ainsi que le bon capitaine s'est déterminé, suivant ce qu'on sait des courants sous-marins, et d'après toutes les expériences passées, où et quand il aura les meilleures chances d'atteindre sa proie. Le premier jour où furent signalées des baleines, ce fut par un après-midi très lourd, orageux, paresseux. Et Ismaël aidait Queequeg dans un travail de tissage. L'appel de Tashtego vint surprendre Ismaël. Déjà, les marins semblaient des pirates impatients de l'abordage. Alors Achab apparut entre 5 fantômes. C'étaient des indigènes de Manille, et leur chef, Fedallah, portait un turban d'une blancheur parfaite. C'était eux qu'Ismaël et Queequeg avaient aperçus dans le brouillard du petit matin sur le quai de Nantucket, quand ils rejoignaient le Pequod, ces ombres qu'avait signalées Élie, prophète de malheur. Ils avaient vécu jusque-là cachés au fond de la cale, comme le bruit s'en était vaguement répandu parce que le steward avait surpris Achab leur portant de la nourriture. Maintenant, ils s'affairaient autour de la 4e baleinière, qu'on avait supposé une simple embarcation de secours parce qu'il n'était pas prévu que le capitaine infirme participât lui-même à la chasse des baleines. L'équipage attendait seulement qu'Achab descendît dans une barque pour affronter Moby Dick. Enfin, les 4 embarcations, respectivement commandées par Achab, Starbuck, Stubb et Flask, fonçaient vers l'endroit sur la mer où devaient reparaître les baleines qui avaient plongé, et le Pequod les suivait de loin. Des nuages très sombres descendaient sur les vagues. Aucune baleine ne fut prise. Mais l'une d'elles renversa la baleinière de Starbuck, celle où se trouvait Ismaël. Les hommes de Fedallah se mêlèrent bientôt au reste de l'équipage. Seul Fedallah lui-même demeurait à l'écart. Il y avait entre Achab et lui un lien particulier. Des jours, des semaines passèrent. Le Pequod avait exploré 4 terrains de chasse. Aux Açores,
au Cap-Vert, au large de l'embouchure du Rio de la Plata et au sud de Saint-Élion. Le temps était très beau. Une nuit de clair de lune fut entrevue au loin, en avant du bateau, un jet argenté. Et sur l'ordre aussitôt d'Achab, le Pécode tenta de le rejoindre. Mais malgré sa vitesse, il n'y réussit pas. Le même jet fantôme revint encore une autre nuit, pareillement claire. Puis, une. Chaque fois, le Pécode échouait à l'approcher. Et beaucoup de marins pensaient que c'était là Moby Dick. Moby Dick qui les entraînait, apparaissant la nuit, vers le lieu fatal où elle se retournerait. Au cap de Bonne-Espérance, anciennement des tempêtes, lorsque nous tournant vers l'est, les vents du cap se mirent à hurler autour de nous, et que nous nous mîmes à danser sur les longues vagues désordonnées, quand le Pécode aux défenses d'ivoire tenait tête durement à la bourrasque et coupait les sombres flots en folie, au point que, semblables à des giboulées de copeaux d'argent, les flocons d'écume volaient par-dessus les bastingages. Alors, le vide désolant de la vie laissa la place à de plus lugubres spectacles. Aux Chouettes du Cap, au large des îles de l'archipel Crozet, où l'on chasse la vraie baleine, nous rencontrâmes l'albatros, baleinier qui retournait à Nantucket. Il était blanchi comme un squelette de morse et rouillé. Et les hommes de son équipage, après 3 années de croisière, paraissaient misérables. Achab demanda au capitaine de l'albatros s'il avait vu Moby Dick. Mais ce dernier ne put répondre, parce qu'il laissa tomber dans la mer au moment où il allait parler son porte-voix. Et ainsi nous n'entendîmes rien, à cause du vent. Et beaucoup d'entre nous interprétèrent cela comme un mauvais signe. Au nord-est de l'archipel Crozet, nous tombâmes au beau milieu de vastes pâturages de plancton, cette minuscule substance jaune dont se nourrit pour l'essentiel la vraie baleine. Sur des milles et des milles, cela ondulait à perte de vue, si bien que nous avions l'air de naviguer à travers d'infinis champs de blé juste avant la moisson. Le second jour, de nombreuses vraies baleines furent aperçues. Elles n'avaient rien à craindre d'un chasseur de cachalot comme le Pécode. Avec leurs mâchoires grandes ouvertes, elles nageaient dans le plancton, paresseusement. Comme des faucheurs matinaux qui avancent côte à côte, lentement, dans l'herbe haute et humide des prés marécageux avec leurs faux. Ainsi, ces monstres nageaient en produisant un bruit étrange d'herbe que l'on coupe. Et ils laissaient derrière eux de longues bandes bleues qui tranchaient sur le jaune. Lentement bercé sur le pâturage de plancton, le Pécode continuait sa route vers le nord-est, en direction de l'île de Java. Et toujours, dans la nuit argentée, montait le jet fantôme, solitaire, séduisant, à des intervalles espacés. Mais, par un bleu matin transparent, quand un calme presque surnaturel s'étendait sur la mer, qui, pourtant, comme il peut arriver, ne menaçait pas de nous paralyser, alors nous crûmes voir Moby Dick. Au loin, en effet, une grande chose blanche émergeait sans hâte et s'élevait de plus en plus haut, se détachant sur l'azur. Et à la fin, elle étincelait devant la proue du navire, pareil à un glissement de neige.
nouvellement descendue des collines. Elle brilla un instant et lentement s'affaissa et sombra. Puis elle revint, de nouveau étincelante, silencieusement. On ne dirait pas une baleine. Et pourtant, si c'était Moby Dick, pensa Daggoo. Et il donna l'alerte. Et bientôt, les 4 baleinières s'élançaient ensemble. Celle d'Akab précédait les autres, et toutes ramaient avec vigueur vers la proie désignée. Mais très vite, celle-ci plongea, et nous, les rames suspendues, nous attendions sa réapparition pour reprendre la poursuite quand elle revint. Mais là, au même endroit où elle avait plongé, d'où elle s'élevait lentement. Alors, oubliant Moby Dick, nous contemplions maintenant le phénomène le plus émerveillant parmi les secrets de la mer révélés aux hommes. Une masse immense, pâteuse, de plusieurs centaines de mètres de long et autant de largeur, d'une couleur crème éclatante, flottait sur l'eau, ses longs bras innombrables rayonnant à partir de son centre, et il s'enroulait, se déroulait, s'entortillait comme un nid de boa, comme pour aveuglément saisir au hasard tout ce qui viendrait ici à leur portée. Cela n'avait du moins, apparemment, ni face, ni front. C'était dépourvu de sensations ou instincts, ondoyant sur les vagues. Apparition contre nature de la vie, informe, fortuite. On dit que le baleinier qui la voit ne rentre pas au port. Le jour suivant fut excessivement étouffant et lourd. Et avec rien de spécial pour l'occuper, l'équipage du Pequod avait du mal à résister à l'engourdissement ensommeillé qu'amène telle vacuité de la mer. Car cette partie de l'océan Indien, au travers de laquelle nous voguions désormais, n'est pas de ces endroits que les baleiniers regardent comme un vivant théâtre d'opération. C'était mon tour de vigie sur le mât de misaine, et les épaules calées contre les drisses. Je me laissais bercer dans ce qui était pour moi l'enchantement de l'air. Je n'y pouvais rien. Je perdais conscience, en état de rêve. Et à la fin, mon âme s'éloigna de mon corps, lequel corps continuait d'osciller d'un côté et de l'autre, comme fait un pendule longtemps après que la force qui l'a mise en mouvement s'est retirée. Avant de passer à l'oubli général des choses, j'avais noté que les vigies du grand mât et du mât d'artimon somnolaient déjà. Si bien que tous les trois, sans vie, nous nous balancions là-haut, et à chacune de nos oscillations, l'homme de barre, en bas, sommeillant lui aussi, laissait aller sa tête du même côté où nous nous en allions. Et les vagues, enfin, dodelinaient semblablement de la crête. Et à travers l'extase infinie de la mer, l'est penchait du côté de l'ouest, et le soleil lui-même, par-dessus toute chose, inclinait au sommeil. Brusquement, il parut que des bulles éclataient devant mes yeux fermés. Mes mains serrèrent les haubans comme pour un tour d'écrou. Quelque organisation veillait gracieusement sur moi. D'un coup, je revins à la vie.
Et voilà. Sous le vent, à moins de 40 brasses, un cachalot gigantesque se roulait dans les vagues, pareil à la coque d'une frégate chavirée. Son large dos lustré d'un noir éthiopien scintillait comme un miroir sous le soleil. C'est un cachalot! C'est au moins un 200 barils! J'ai jamais vu un monstre pareil! C'est une montagne de guerre! Stubb tua ce premier cachalot pas trop loin du Pécode. Les 3 baleinières remorquèrent la prise. Nous, 18 hommes, 36 bras, 180 doigts, pouces compris, nous avions du mal à traîner tout ce poids véritablement mort. Dans la nuit, quelques lumières du Pécode éclairaient un peu notre route. Acab nous regardait approcher. Mais bien vite, il sortira, car cela ne l'intéressait pas. Sur le pont, maintenant, l'équipage s'affairait dans un grand bruit de chaînes. Il fallait amarrer le cadavre au Pécode. Et bientôt, attaché par la tête à la poupe et par la queue à la proue, le corps sombre de la baleine fut étendu tout contre la coque du navire. Et, vu à travers l'obscurité de la nuit, laquelle effaçait Espard et Gréement au-dessus, ils auraient tous les deux paru, le bateau et la baleine, liés ensemble sous le même joug, des bœufs colossaux. L'un se couchant, l'autre restant debout. Stubb, parce qu'il avait tué la baleine, était très excité. Car il aimait beaucoup la baleine, comme on dit. Et c'est-à-dire comme nourriture. C'est bon. Et il voulait en manger. Ça améliore l'ordinaire. Et il s'en fit couper une tranche dans le meilleur morceau, sur la queue. Et vers minuit, il l'a mangé, rôti à point, en plein air, et à la lumière d'une lampe à huile. Huile de baleine, bien sûr. Et qu'un homme puisse se nourrir de la créature même qui alimente sa lampe, et qu'il la mange à sa propre lumière, en somme, comme faisait Stubb. Cela mérite une méditation. N'est-ce pas ajouter l'insulte à l'exaction? Cette nuit-là, Stubb n'était pas le seul à festoyer sur le dos de la baleine. Mêlant leurs appétits considérables aux mastications de l'homme, des centaines et des centaines de requins, nageant autour du Léviathan mort, se régalaient largement de sa graisse. À l'intérieur du bateau, les quelques-uns qui dormaient sur leur couchette sursautaient fréquemment à cause des claques violentes, assénées par les queues des requins contre la coque, à quelques centimètres ainsi des corps ensommeillés. Si l'on se penchait à la rambarde, on pouvait enfin les voir avec précision, comme auparavant on les entendait, les requins, vautrés dans les vagues tristement noires, renversés sur le dos, et dans cette position, prélevant des boules de chair de baleine de la dimension d'une tête d'homme. Cet exploit, propre aux requins, a presque l'air d'un miracle. Comment, sur une surface aussi inattaquable, du moins en apparence, s'arrange-t-il pour mordre des bouchées aussi régulières? Cela demeure l'une des questions en suspens de l'universel problème.
et dans l'horreur diabolique et la fumée d'un combat naval, on verra les requins gourmands ne pas quitter des yeux les ponts des navires, comme des chiens affamés autour d'une table sur laquelle on découpe de la viande bien rouge, prêts à avaler et aussitôt engloutir toute espèce d'homme mis à mort qu'on pourra leur jeter. D'un côté, sur le pont, sur la table, les bouchers héroïques, cannibales, s'entaillent mutuellement tout vifs avec leurs longs couteaux à découper, dorés et décorés. Et plus bas, les requins, quant à eux, avec leur gueule qu'on dirait ornée de bijoux, sous la table donc, ils s'attaquent en se querellant à la viande quand elle est morte. Et que vous preniez la chose d'un côté ou de l'autre, c'est toujours la même chose. En gros et en détail, la même histoire, c'est-à-dire une affaire de requins finalement plutôt révoltante, ici et là. Et encore, les requins sont encore les commissionnaires attitrés de tous les bateaux négriers qui traversent l'Atlantique. Ils les accompagnent systématiquement, au trot, à portée de la main s'il faut porter un colis quelque part. S'il faut, n'est-ce pas, décemment ensevelir un esclave décédé. Ce ne sont pas là les seules situations où les requins peuvent ainsi se réunir en congrès et faire la fête très gaiement. Il y en a d'autres. Il y a toutes sortes de temps, lieux et occasions à leur service. Mais rien qui provoque chez eux une plus nombreuse ni plus joviale assemblée qu'un cachalot mort, amarré de nuit à un baleinier, en pleine mer. Si vous n'avez jamais assisté à ce spectacle-là, suspendez tout jugement sur ce que doit être un culte rendu au diable et sur l'opportunité qu'il y aurait à se concilier ses bonnes grâces. Lorsque Stubb, après son souper, eut formé le quart, et qu'ainsi Queequeg et un marin du gaillard d'avant furent sur le pont, ce ne fut pas un petit chahut chez le capitaine. Car en effet, suspendant sans attendre, juste au-dessus de la baleine, les échafaudages d'où se pratiquerait le dépeçage du lendemain, et y fixant 3 lanternes, qui projetaient sur la mer troublée de longs rayons de lumière, ces 2 hommes, à coups de bêche à baleine, sorte de bêche en effet, avec quoi on pioche dans la graisse de l'animal, à coups de bêche, ainsi, ils firent un massacre continu et permanent de requins. Ils enfonçaient l'acier coupant assez profond dans les crânes. Le crâne, selon toute vraisemblance, étant le seul morceau vital, autrement dit mortel, chez le requin. Mais dans la confusion, l'écume où les requins se débattaient, les 2 tireurs manquaient souvent leur cible, ce qui ouvrait, avec des blessures, de nouvelles perspectives sur l'incroyable férocité de l'espèce. Car non seulement ils s'arrachaient réciproquement ceux qui se déballaient de leurs tripes, mais encore se pliant d'eux avec la facilité d'un arc, ils pouvaient dévorer ce qui leur sortait de leur propre ventre. Si bien que c'était comme si les mêmes intestins et boyaux avaient été sans cesse avalés et avalés de nouveau par une même bouche pour être rejetés, ressortir toujours par la même blessure grande ouverte. Et même, il faut éviter le cadavre, ou même le fantôme du requin. Ouais. Une espèce de vitalité infuse, élémentaire et non individuelle se réfugie, je pense, pour elle-même, jusque dans leurs articulations et dans leurs os. Elle subsiste après eux. Hissé sur le pont, le cadavre d'un de ces requins, dont on voulait prendre la peau, coinça méchamment la main du malheureux Queequeg, quand celui-ci voulut lui refermer la lèvre sur la mâchoire meurtrière. Ses châtiments ouverts et
de ces peines sans fin, personne ne peut en parler, à même ceux du purgatoire, et j'étais en plein désespoir. Moby Dick d'Herman Melville, adaptation de Jean Thibaudot, avec Alain Cuny dans le rôle d'Akab et Jean Levray dans celui d'Ismaël. Jean-Roger Cossimon, Gérard Darieux, Gérard Dournel, Julien Guillaumard, les 4 marins. Pierre Assau, Henri Poirier et Jean Péméja, les 3 officiers. Doutasek, Med Hondo, James Campbell, les 3 harponneurs. Et l'équipage du Pécode avec Hervé Denis. Musique symphonique de Philippe Besmans, enregistrée dans les studios de la RTB. Bruitage Louis Amiel, chef opérateur du son Jean Jusford. Collaboration technique Yann Parentoen. Assistant de production Jean-Paul Papot. Improvisation musicale et cantique de Louis Diliès. Conseiller technique pour la navigation à voile Armel Dast-Surcouf. C'était le 8e épisode.